Et si je vous disais que certains examens médicaux que vous faites par précaution pourraient en réalité raccourcir votre vie? Ce n'est pas une théorie, c'est une vérité que la médecine commence à peine à admettre. Vous allez comprendre pourquoi. Et si ce que vous avez toujours cru bon pour votre santé pouvait à un certain âge mettre votre vie en danger? Imaginez ceci. Un homme de 68 ans en forme, lucide, sans symptômes particuliers. Il suit scrupuleusement les recommandations médicales, il fait ses bilans annuels, il se dit que c'est la meilleure façon de vivre longtemps. Un jour, son médecin lui propose un test de routine. Rien d'alarmant, juste un dépistage préventif, comme on dit. Quelques semaines plus tard, cet homme est hospitalisé. Il ne rentrera chez lui qu'après des mois de rééducation. Et ce test, celui censé sauver sa vie, n'a finalement révélé aucun problème. Absolument rien. Ce n'est pas une histoire isolée. C'est une réalité que beaucoup préfèrent ne pas voir. Un tabou médical moderne. Et si la prévention, quand elle est mal utilisée, devenait une forme insidieuse de mise en danger? On nous a appris à avoir confiance dans les dépistages. On nous a dit que plus on les faisait tôt, plus on avait de chances de guérir, d'éviter le pire. On nous a répété que le suivi régulier, les bilans complets, les IRM et coloscopies systématiques étaient les clés d'une vieillesse en santé. Mais ce que personne ne nous a expliqué, c'est que le corps humain, à 75 ou 80 ans, ne réagit plus comme à 45. Ce qui était bénéfique autrefois peut devenir nocif. Ce qui protégeait peut désormais affaiblir. Car ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un processus naturel. Et vouloir le surveiller avec les mêmes outils qu'à 40 ans, c'est parfois risquer de briser un équilibre fragile, sous prétexte de prévention. Un équilibre fait d'autonomie, de sérénité, de confiance dans son corps. Ce n'est pas là une attaque contre les médecins. Ils font leur métier, ils suivent les protocoles. Mais ces protocoles ont été construits dans une époque où l'on croyait que détecter tout le temps, était une garantie de mieux vivre. Or, la réalité évolue, les données s'accumulent, les erreurs aussi, et de plus en plus de voix dans le monde médical commencent à s'élever pour dire « Attention, arrêtons de dépister à l'aveugle, surtout chez les plus âgés ». Dans cette vidéo, nous allons ensemble soulever une question essentielle. Et si moins de tests, c'était parfois mieux? Pas par négligence, par sagesse. Nous allons parler de 5 examens que beaucoup de seniors passent sans se poser de questions et qui peuvent pourtant, dans certains cas, provoquer plus de mal que de bien. Coloscopie, scanner complet, test cardiaque d'effort, dépistage sanguin répété. Ces examens si familiers peuvent devenir piégeux une fois un certain âge atteint. Il est temps d'ouvrir les yeux, de faire le tri entre ce qui soigne et ce qui inquiète inutilement, entre ce qui rallonge la vie et ce qui l'alourdit. Mais avant de continuer, si ce sujet vous interpelle, si vous ressentez, comme beaucoup, qu'il est temps de changer de regard sur la santé des seniors, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire du contenu honnête, utile et profondément humain pour vous aider à vivre cette étape de la vie avec plus de clarté et de liberté. Et maintenant, une petite question pour vous, une question simple, mais qui en dit long sur notre façon de penser la santé après 70 ans. Question. À votre avis, quel est le plus grand risque pour les seniors aujourd'hui? A. Ne pas faire assez d'examens médicaux. B. Faire trop d'examens inutiles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tapez simplement A ou B et n'hésitez pas à ajouter un mot pour expliquer votre choix. Vos réponses nourrissent cette discussion. Elles permettent à d'autres de réfléchir et à nous tous d'avancer ensemble. Il y a dans certains examens médicaux une forme d'autorité silencieuse, une évidence à laquelle personne n'ose vraiment dire non. On les accepte sans poser de questions, parce qu'ils sont proposés par un professionnel, parce qu'ils sont remboursés, parce qu'on a toujours entendu qu'ils sauvaient des vies. Mais lorsqu'on prend le temps de les regarder de plus près, surtout après un certain âge, on découvre une vérité dérangeante. Certains examens, bien que courants, peuvent s'avérer plus risqués que bénéfiques pour les seniors. Prenons la coloscopie. Pendant des années, elle a été présentée comme l'arme absolue contre le cancer du côlon. Et à juste titre, entre 50 et 60 ans, lorsqu'elle était indiquée,
Elle peut détecter des polypes précancéreux et permettre une intervention précoce. Mais à 75, 80 ou 85 ans, la donne change. La préparation intestinale devient physiquement éprouvante, la sédation plus difficile à éliminer par le foie, et les effets secondaires, confusion, désorientation, chute, deviennent bien plus fréquents. Ce n'est plus le même corps, ce ne sont plus les mêmes risques. On oublie aussi que la majorité des polypes détectés à cet âge évoluent très lentement. Ils ne mettront pas en danger une vie qui se compte en décennies, pas en siècles. Mais leur simple découverte déclenche peur, examens répétés, parfois chirurgie. Et tout cela, souvent pour rien. Gérard, 82 ans, en a fait les frais. Il vivait paisiblement à Tours, faisait encore ses courses lui-même, lisait le journal tous les matins. Son médecin lui propose une coloscopie de routine. Rien d'alarmant, juste une vérification. La veille de l'examen, il suit scrupuleusement la purge prescrite. Pendant la nuit affaibli, il glisse dans sa salle de bain. Résultat, hanche fracturée. 3 mois d'hôpital, 6 de rééducation et une autonomie qu'il n'a jamais totalement retrouvée. L'examen n'a révélé aucune anomalie, mais il a changé le cours de sa fin de vie. Autre exemple souvent banalisé, le scanner corporel complet. La promesse est séduisante, tout voir, tout détecter, même ce que vous ne soupçonnez pas. Une promesse de sécurité totale. Mais c'est une illusion. Ces machines détectent également tout ce qui est bénin, ancien, sans gravité. Et quand on détecte quelque chose, même minuscule, il devient impossible de ne pas creuser. On entre alors dans la spirale des examens complémentaires, des biopsies, des avis multiples. Le stress s'installe, l'incertitude ronge, et parfois on opère un organe pour retirer une lésion qui n'aurait jamais causé de symptômes. C'est ce qu'a vécu Béatrice, 68 ans, de Clermont-Ferrand. Lors d'un salon de bien-être, une clinique privée lui propose un scanner à tarif préférentiel. Mieux vaut prévenir, pense-t-elle. Résultat, une minuscule tache sur le rein gauche. Aucun symptôme, aucun antécédent. Mais le mot lésion suffit à semer l'angoisse. En quelques semaines, elle subit une série d'examens, une chirurgie partielle, puis des complications post-opératoires. Fatigue chronique, douleurs persistantes. Ce n'est qu'après coup qu'un urologue lui avoue que la lésion, très probablement bénigne, aurait pu rester silencieuse toute sa vie. Enfin, il y a les tests d'effort cardiaque, encore trop souvent proposés sans indication claire. Le principe est simple, faire marcher une personne âgée sur un tapis roulant pour voir comment le cœur réagit à l'effort. Ce qui semble logique peut devenir absurde lorsqu'on sait que les artères se rigidifient naturellement avec l'âge, que les électrocardiogrammes deviennent plus irréguliers, même en l'absence de pathologie. Résultat, les faux positifs explosent. Et derrière viennent les coronarographies, les stents, les anticoagulants, les complications. Georges, 75 ans, n'avait jamais eu de douleur thoracique. Il marchait tous les jours à Lyon, passait du temps avec ses petits-enfants. Lors de son bilan annuel, son médecin lui propose un test d'effort par précaution. Les résultats sont jugés ambigus. 3 semaines plus tard, il passe au bloc pour la pose d'un stent. Ce qui s'en est suivi, hémorragie interne due au traitement anticoagulant, hospitalisation prolongée, convalescence difficile. Depuis, sa vie est ralentie. Et le plus ironique dans tout cela, il n'avait jamais eu besoin de cette intervention. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles révèlent une tendance lourde. Nous avons intégré l'idée que la technologie médicale était la solution à tout. Mais nous oublions que chaque examen, chaque procédure, porte en elle un risque. Ce risque est d'autant plus important que le corps est vieillissant, que les réserves sont moindres, que la récupération est plus lente. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine, il s'agit de la repenser, de la rendre plus humaine, plus nuancée, plus adaptée à chaque étape de la vie. Après 70 ans, il ne suffit plus de faire comme avant. Il faut faire mieux, autrement. Et parfois, cela commence par savoir dire non. Il existe un type de souffrance dont on parle peu lorsqu'on évoque la santé des personnes âgées. Ce n'est ni une maladie, ni une pathologie détectable sur un scanner. C'est un mal invisible, mais profondément réel. Celui des conséquences cachées de la médecine moderne lorsqu'elle se déploie sans retenue, sans nuance, sans tenir compte de l'âge et de la fragilité. On croit bien faire, on pense prévenir, mais en réalité, on expose le corps et l'esprit à des bouleversements parfois irréversibles.
Ce que l'on gagne en vigilance, on le perd parfois en paix, en autonomie, en clarté mentale. Ce sont ces effets secondaires silencieux qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de regarder en face. Car la médecine, dans son désir de bien faire, peut parfois oublier que le soin, ce n'est pas seulement diagnostiquer ou traiter, c'est aussi protéger ce qui reste intact. La dignité, l'équilibre intérieur, l'autonomie. Et cela est d'autant plus vrai chez les seniors. Prenons l'exemple d'un examen banal, une coloscopie avec sédation. Peu de gens savent que chez les personnes de plus de 75 ans, l'anesthésie légère, souvent utilisée pour faciliter l'examen, peut provoquer ce qu'on appelle un trouble cognitif post-opératoire. Ce n'est pas une simple somnolence. C'est parfois une confusion persistante, une désorientation qui dure, une sensation de brouillard mental qui s'installe. Des semaines, voire des mois, sans retrouver sa clarté habituelle. Ce phénomène est encore trop peu reconnu, mais il touche des milliers de personnes chaque année. Et il suffit parfois d'un seul examen pour tout faire basculer. Mais ce n'est pas tout. Certains examens nécessitent une préparation physique intense. Purges, jeûnes prolongés, arrêt temporaire de traitement habituel. Pour un adulte jeune, ce sont des désagréments passagers. Pour une personne âgée, cela peut être un véritable choc physiologique. La déshydratation est l'un des premiers risques. Elle affaiblit les reins, perturbe l'équilibre électrolytique, augmente les risques de vertige et de chute. Une simple perte d'équilibre dans la salle de bain en pleine nuit peut entraîner une fracture, une hospitalisation, une perte d'autonomie irréversible. Aline, 68 ans, ancienne institutrice à la retraite à Bordeaux, vivait seule mais de façon encore très indépendante. Elle faisait ses courses à pied, participait à un club de lecture, s'occupait de son jardin. Après une coloscopie prescrite par précaution, elle suit la procédure à la lettre. Mais pendant la préparation, elle se sent faible, instable. Elle glisse dans la salle de bain et se fracture le bassin. Hospitalisation, opération, long séjour en rééducation. 3 mois plus tard, elle ne marche plus qu'avec un déambulateur. Elle ne sort plus seule. Son regard est plus triste, son discours plus hésitant. Et pourtant, la coloscopie n'a révélé aucun problème. Derrière chaque chute, chaque complication post-examen, il y a une histoire humaine. Des familles bouleversées, des semaines d'hospitalisation, des angoisses nouvelles. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil, plus insidieux, la peur installée dans l'esprit. Le simple fait d'avoir entendu un mot médical flou, lésion, anomalie, suspicion, suffit parfois à provoquer une inquiétude durable. Même lorsque le médecin rassure, même lorsque les résultats se révèlent finalement bénins, la graine du doute est semée. Et cette anxiété diffuse, constante, transforme le rapport au corps. On n'ose plus faire certains gestes, on écoute trop le moindre signal, on vit en état de surveillance intérieure permanente. Ce n'est plus une vie confiante, c'est une vie sous tension. Le paradoxe, c'est que cette peur est souvent née d'un acte qui visait à rassurer. C'est le cœur même du problème. Un examen peut parfois voler à une personne âgée non seulement son temps et son énergie, mais aussi sa tranquillité. Il ne s'agit pas d'un débat purement médical. Il s'agit de qualité de vie, de cette capacité à se sentir bien dans son corps, en sécurité dans son quotidien, lucide dans son esprit. Il ne faut pas non plus oublier l'impact économique. Beaucoup de ces examens, notamment les scanners corporels complets proposés en dehors des parcours de soins, ne sont pas remboursés. Ils sont payés par les patients eux-mêmes, souvent à prix élevé, avec l'illusion d'acheter la tranquillité d'esprit. Mais ce que l'on achète parfois, c'est l'entrée dans une spirale d'investigation, de dépenses, d'inquiétude. Et bien peu en ressortent plus sereins qu'avant. Il est temps de considérer ces effets secondaires pour ce qu'ils sont, des conséquences sérieuses, parfois durables, que l'on ne peut plus ignorer. Il est temps de sortir du réflexe du test par précaution pour entrer dans une réflexion plus profonde. Ce test est-il utile pour moi, ici et maintenant? Est-ce qu'il va réellement changer ma manière de vivre ou est-ce qu'il va simplement remplir un dossier médical? Est-ce qu'il va me soigner ou est-ce qu'il risque de me fragiliser? Ces questions, simples en apparence, sont en réalité des actes de lucidité et peut-être aussi les plus puissants outils de santé que nous ayons. Et si, au lieu de toujours vouloir faire plus, nous apprenions enfin à faire mieux?
Cette question simple en apparence pourrait transformer profondément notre rapport à la santé, surtout à mesure que les années passent. Car vieillir, ce n'est pas seulement une affaire de biologie ou de médecine. C'est une transformation silencieuse, intérieure, où les priorités changent, où les repères s'ajustent et où chaque décision, y compris médicale, devrait être nourrie par la sagesse plus que par la peur. Pendant trop longtemps, on a pensé que la meilleure façon de rester en bonne santé était de tout contrôler. Un examen ici, un bilan là, des résultats à comparer, des chiffres à surveiller. Et à travers cela, une idée persistante, celle que le corps, livré à lui-même, finirait inévitablement par trahir. Alors on le place sous surveillance. On veut le prévenir de toutes ses éventuelles défaillances, comme s'il ne savait plus fonctionner seul. Mais en agissant ainsi, surtout après un certain âge, on oublie un élément fondamental. Le corps n'est pas une machine, c'est un être vivant qui évolue, qui parle, qui s'adapte et surtout qui mérite qu'on l'écoute. Car oui, il y a une alternative à cette course effrénée vers l'examen de plus. Elle ne repose ni sur le déni, ni sur l'abandon. Elle s'appelle l'observation intelligente. Elle consiste à prêter attention aux signes réels que le corps nous envoie. Fatigue persistante, essoufflement inhabituel, douleur inexpliquée, changement dans l'appétit ou le sommeil. Ce sont ces signaux-là qui doivent nous guider, bien plus que des protocoles préétablis pensés pour des corps plus jeunes dans des contextes différents. Ce changement de paradigme est essentiel. Parce qu'à partir de 70, 75, 80 ans, les priorités ne sont plus les mêmes. Il ne s'agit plus de courir après chaque anomalie potentielle, mais de préserver ce qui compte vraiment. L'autonomie, la clarté d'esprit, la capacité à profiter de chaque jour sans être prisonnier de la peur. Or, cette peur est souvent alimentée par une médecine qui, parfois, ne sait pas s'arrêter, qui propose, qui recommande, qui insiste, mais qui oublie de demander « Et vous, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui ?» Trop peu de médecins posent cette question. Non pas par négligence, mais parce que le système ne les y encourage pas. On forme les soignants à repérer, à anticiper, à prescrire. Mais beaucoup reconnaissent, avec le recul, qu'ils ont parfois fait trop, qu'ils ont orienté des patients vers des examens dont les bénéfices étaient minimes, mais dont les conséquences ont été lourdes, et qu'ils auraient aimé, parfois, simplement pouvoir dire « Attendez, écoutons d'abord ce que vous ressentez, voyons ce que votre vie vous dit. » Il y a une forme de courage dans cette posture, une forme de résistance tranquille face à l'automatisme médical. Car dire non à un examen, à un traitement, à une intervention, ce n'est pas fuir la réalité. C'est au contraire reprendre le pouvoir sur sa propre histoire de santé. C'est dire « je me connais, je sais ce que je ressens, et je sais aussi que la tranquillité de mon esprit vaut parfois plus que la certitude statistique. » Écouter son corps, ce n'est pas se contenter de l'ignorer jusqu'au prochain bilan. C'est dialoguer avec lui au quotidien. Prendre au sérieux une baisse d'énergie, s'émerveiller d'un jour sans douleur, ralentir quand il le demande. Ne pas se forcer à entrer dans un rythme médical qui n'est pas le sien. Car le rythme, après 70 ans, devient plus précieux que jamais. Il est le reflet de notre capacité à rester en accord avec nous-mêmes, à vivre sans brutalité, à respecter nos limites sans nous y soumettre. Et dans ce contexte, les meilleures décisions médicales ne sont pas forcément les plus techniques, ni les plus invasives. Ce sont celles qui laissent intacte la confiance que l'on a en soi. Ce sont celles qui prolongent l'élan vital sans abîmer la qualité de vie. Celles qui permettent de rester debout dans tous les sens du terme. Pas uniquement en évitant les maladies, mais en cultivant l'équilibre, physique, mental, émotionnel. Alors, peut-être est-il temps d'apprendre une nouvelle médecine, une médecine du discernement, une médecine de l'écoute, une médecine du lien, où chaque examen est une question posée et non une réponse imposée, où le Seigneur n'est pas un patient passif, mais un être éclairé qui connaît son corps mieux que personne, et qui, lorsqu'on lui en donne l'espace, fait souvent les choix les plus justes. La modernité aujourd'hui, ce n'est plus d'examiner tout le temps. C'est de savoir quand il faut s'arrêter, quand il faut observer, quand il faut simplement faire confiance à la vie. Vieillir n'a jamais été un échec. Ce n'est pas un effondrement, ni une maladie progressive.
C'est un passage, une saison de l'existence à part entière qui mérite d'être vécue avec autant de dignité que de lucidité. Pourtant, dans notre société, l'âge avancé est trop souvent abordé comme une période à gérer, à surveiller, à encadrer médicalement, comme si plus les années passaient, plus nous devenions des corps à problème, des vies à maintenir, au lieu d'êtres humains à comprendre. Et c'est précisément là que la médecine moderne, aussi brillante soit-elle, peut parfois se tromper d'objectif. Parce qu'en vieillissant, les priorités changent. Ce que l'on cherche, ce n'est plus nécessairement de gagner du temps, mais de mieux habiter le temps qu'il nous reste. Ce n'est pas tant de repousser une maladie hypothétique, mais de préserver notre capacité à être soi-même, à rester libre, debout, entouré, en paix. Et cette aspiration profonde, essentielle, ne se mesure pas en chiffres, en taux, en imagerie. Elle se mesure en qualité de vie, en calme intérieur, en clarté d'esprit. C'est pourquoi, à ce stade de la vie, il est temps de réinterroger notre rapport aux soins, non pas pour l'abandonner, mais pour le transformer. Il ne s'agit plus d'accumuler des examens, des traitements, des interventions comme on coche une liste. Il s'agit de donner du sens à chaque geste, de poser, face à chaque proposition médicale, une question simple mais puissante. Est-ce que cela m'aide vraiment à vivre mieux? Est-ce que cela respecte mon corps, mon âge, ma façon d'habiter le monde aujourd'hui? Car la véritable force, à 70, 75, 80 ans, ce n'est pas de faire comme à 40. Ce n'est pas de chercher à tout prix à se réparer, à se corriger, à tout maîtriser. C'est d'avoir assez de recul pour dire non quand il le faut. C'est de comprendre que la médecine est un outil précieux, mais imparfait, et que le pouvoir de décision ne réside pas uniquement dans la blouse blanche, mais aussi dans le regard que l'on porte sur soi. Refuser un test inutile, c'est pas refuser de vivre. C'est souvent, au contraire, une des formes les plus intimes de respect de soi. C'est dire « je choisis ce qui m'élève, ce qui m'éclaire, ce qui m'honore ». Mais cette liberté n'est pas toujours facile à exercer. Elle demande du courage. Le courage de s'opposer parfois à une logique dominante. Le courage de dire à son médecin « je comprends ce que vous proposez, mais c'est pas ce que je veux maintenant ». Le courage aussi d'assumer ses propres choix, dans un monde qui valorise l'action, le traitement, l'intervention, comme s'ils étaient les seuls signes d'une prise en charge sérieuse. Pourtant, il y a des formes de soins qui ne se voient pas. Elles passent par le silence, par l'écoute, par la présence. Elles ne laissent pas de traces sur un compte-rendu, mais elles marquent profondément l'être. Cette réflexion est d'autant plus importante que nous entrons dans une époque où la médecine devient de plus en plus technologique, de plus en plus automatisée et parfois de moins en moins humaine. Or, ce dont les personnes âgées ont le plus besoin, ce n'est pas de procédures standardisées, c'est d'une attention personnalisée. D'une écoute authentique, d'un espace de parole où elles peuvent exprimer ce qui compte pour elles, où elles peuvent dire « ma priorité, c'est pas de vivre plus longtemps à tout prix, c'est de rester moi-même aussi longtemps que possible. » Alors reprenons le pouvoir sur notre santé, non pas contre la médecine, mais avec elle, autrement. Interrogeons, demandons, refusons quand cela a du sens, choisissons ce qui nous convient et pas seulement ce qui est proposé par défaut. Osons sortir de la logique du toujours plus pour entrer dans celle du juste ce qu'il faut. Cela demande de la confiance, cela demande de la clarté. Mais c'est peut-être aujourd'hui la plus belle preuve de maturité que l'on puisse offrir à soi-même. Car au fond, bien vieillir, ce n'est pas tout prévoir, ce n'est pas tout contrôler, c'est apprendre à vivre avec l'incertitude sans s'y soumettre. C'est cultiver la joie simple de chaque instant. C'est protéger son énergie, sa paix intérieure, son lien aux autres. Ce sont ces éléments-là qui nous maintiennent vivants profondément. Pas les machines, pas les chiffres, pas les protocoles impersonnels. Alors, en ce moment même, vous avez peut-être entre les mains une décision à prendre, un examen à faire ou à refuser, un avis à demander, une question à poser. Quelle qu'elle soit, souvenez-vous, vous avez le droit de choisir. Le droit de dire oui, le droit de dire non. Le droit de prendre soin de vous selon vos termes, vos priorités, votre sagesse. Parce que votre santé ne se résume pas à ce que vous avez dans le corps, mais à ce que vous décidez d'en faire. À la fin de ce voyage au cœur de la médecine des âges avancés,
une vérité essentielle s'impose. Bien vieillir, ce n'est pas chercher à tout éviter, c'est apprendre à choisir ce qui compte vraiment. Chaque test, chaque intervention, chaque traitement doit être pesé à l'aune de votre réalité, de votre ressenti, et non dicté par une peur abstraite. Car il y a parfois plus de sagesse dans un refus éclairé que dans une acceptation automatique. Vieillir en conscience, c'est honorer son corps pour ce qu'il est, avec ses limites, mais aussi sa mémoire, son rythme, sa beauté. C'est se libérer de l'idée qu'il faut toujours faire plus pour se rapprocher de ce qui soigne vraiment. L'écoute, la simplicité, la paix intérieure. La grande leçon ici, c'est celle du discernement. Apprenez à interroger, à demander pourquoi, à refuser sans culpabilité. Écoutez votre corps avant d'écouter les protocoles. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes le premier acteur de votre santé et que la qualité de votre vie est souvent entre vos mains. Petite question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important après 70 ans? A. Vivre plus longtemps, même avec plus de soins. B. Vivre plus librement, même avec moins d'intervention. Écrivez votre réponse en commentaire pour que chacun puisse découvrir les points de vue des autres. Cela enrichit la réflexion de tout le monde. Et si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Zen Vital pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un petit don, même symbolique, pour nous aider à continuer à créer des contenus sincères, humains et inspirants. Merci du fond du cœur pour votre présence. À très bientôt.